Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamers, bienvenue à Presseur Board Game, j'appelle David et aujourd'hui on se joint à Pierre-Marc. En fait, Pierre-Marc se joint à nous pour terminer cette aventure de nous présenter son top 100 de ses meilleurs jeux de société. Est-ce que tu es fébrile à nous présenter ton top 10? Quelle folie pareil, hein? Quelle folie. Hey, si vous nous écoutez encore, peut-être vous écoutez juste cette partie-là aussi. Merci beaucoup. Écoute, c'est vraiment un grand plaisir de partager ça. Je trouve la communauté de jeu, c'est juste du bonheur, de partage, de passion, d'ouverture, exactement. Puis je trouve que cette tradition-là de faire des tops, ça incarne bien cette ouverture-là à être curieux de l'autre, en fait. Puis c'est ce que j'ai toujours aimé. Puis si vous écoutez ça, j'admire votre propre curiosité envers un inconnu. Je trouve ça le fun. Donc, on commence la dernière partie, donc le top 10 des meilleurs jeux de Pierre-Marc Duguay. Yes. Alors, en position numéro 10, le meilleur jeu de Stefan Feld, à mon avis, bien sûr. Oh. C'est pas son plus compliqué, pas son plus simple, mais c'est pas très compliqué. Il s'agit des Châteaux de Bourgogne. Ben oui. Un des jeux les plus laids que vous aurez jamais vu. Ah, attends, je vais quand même mettre l'édition 2019. Là. Ah, elle est pas vraiment mieux que l'édition de 2011. Petite affaire. Un petit peu moins de beige, mais... Ouais. Malheureusement, il y a des problèmes dans cette là aussi. En tout cas, c'est pas grave. Oubliez ça. Oubliez tout. On s'en fout. Se concentre sur le jeu. Concentrons-nous sur le plaisir d'y jouer. Regarde, c'est beau ça. Ouais, c'est pas si mal, ça a l'air plaisant. C'était Bontopia, je pense. Ouais, c'est ça. Oui, clairement, c'est pas des vrais dés, ça. Non, donc, c'est un jeu où on va avoir 2 dés, on va les brasser au début de chaque tour, puis ça va nous offrir un monde de possibilités sur le développement de notre royaume. En tout cas, il y a un mot pour ça, là, principauté, non, pas vraiment. Notre fief, non? Notre fief, ouais, c'est peut-être pas la bonne époque pour fief, mais bref, notre territoire autour de notre château. Et on va venir placer des bâtiments, des petits bateaux sur des cours d'eau et toutes sortes de petites tuiles sur notre plateau personnel. Et on va venir donc aller les chercher dans le plateau central qui est comme un draft ouvert. Comme Azul, finalement. Ouais, semi. Non, je blague. Mais oui, c'est comme un draft ouvert. Puis on va venir chercher ces tuiles-là. Puis on a 3 petits espaces de réserve pour mettre des petits buildings dans notre réserve. Puis une fois que c'est plein, c'est comme ça. Ça vient polluer un petit peu notre réserve. Fait qu'on peut pas réserver n'importe quoi. Il faut être opportuniste, mais il faut aussi marcher il faut essayer d'avoir une certaine stratégie. Mais l'opportunisme compte pour beaucoup dans ce jeu-là. T'as excessivement beaucoup du jeu qui est de la tactique, d'aller chercher les tuiles au bon moment, en fonction de ce que tu penses que les autres ont besoin ou ce qu'ils veulent. La partie un peu difficile, c'est de suivre ce que font les autres, mais ça ajoute beaucoup à la compétition de ce jeu-là. C'est un jeu où il y a beaucoup de tuiles différentes. Les tuiles jaunes sont des tuiles de scoring spécifiques. Ça, c'est vrai, c'est quand même très cool parce que tu peux personnaliser un petit peu ton scoring avec eux. Les tuiles brunes sont des actions qui te permettent d'être un peu plus efficace. Les bateaux t'avancent sur la track d'initiative qui te permet de jouer plus tôt, puis en plus te permet de récolter des tuiles qui permettent de faire des points, de récolter des sous, des marchandises, merci. Les animaux, c'est juste des points.
Les châteaux sont des actions gratuites. Puis les mines te donnent de l'argent à la fin de chaque tour. Fait que c'est un petit côté engine building un petit peu. Fait que plus t'es prends, au mieux c'est. C'est un jeu qui est simple dans les règles, qui est rejouable à l'infini. Ah, tu te tannes jamais de ce jeu-là. C'est impossible, je pense, de se tanner de ce jeu-là. J'ai joué peut-être 100 fois, je sais pas combien de fois j'ai joué, mais c'est la plus grande qualité de jeu là en fait. C'est rejouable à l'infini et c'est toujours bon. Et c'est toujours un beau casse-tête à essayer de résoudre. Ton plateau personnel en plus, sa disposition, il y en a plein d'autres, il y en a plusieurs. Fait que moi j'ai cette édition-là de 2019 où il y en a genre 20, là, je sais pas combien, il y en a vraiment beaucoup. Là. Il y en a une qui est brisée, qui est trop forte. Ouais, sur BGA, tu peux cocher pour pas qu'elle soit. Ouais. Les autres sont plutôt bien équilibrés, mais il y en a une qui est vraiment trop forte. Mais tout ça pour dire que c'est le jeu midweight par excellence. Tu sais, je pense que si on avait à faire une vidéo genre top 10 des incontournables dans une ludothèque, là, ce jeu-là il est dedans. Euro, là, c'est garanti. Ce jeu-là il est dedans. C'est un incontournable. C'est un incontournable du jeu moderne, je pense. Ouais, vraiment. Ouais, 100%. Puis là, il y a une autre édition qui s'en vient. Avec des miniatures. C'est l'édition de trop, là, d'après moi. Là. C'est l'édition de trop. Ils se sont dit, celle de 2019, elle n'a pas vraiment réglé grand-chose, puis ils n'ont pas tort. Sauf que là, Castles of Burgundy, en tout cas, bref, c'est pas grave. Vous avez le droit d'aimer ça, la Castles of Burgundy, avec des miniatures. Mais des vrais châteaux. C'est juste que moi, j'ai l'impression que ça va cacher mon plateau. Mais peut-être c'est pas le cas. Ouais, puis ça va juste prendre 20 minutes de plus à la game, de placer les châteaux, puis de les ranger, puis de les... Déjà que c'est un peu long, c'est topé à chaque manche. Ouais, les tuiles, ouais. Bref. Mais c'est un beau bijou, ce jeu-là. C'est toi, d'ailleurs, qui m'en a fait découvrir ce jeu-là. Pour la première fois, on y avait joué ensemble. Puis après ça, j'ai joué... J'ai pas joué souvent physique, mais j'ai joué des tonnes et des tonnes de fois sur BGA. C'est dans mes jeux les plus joués sur BGA. J'adore ce jeu-là, moi aussi. C'est vraiment le fun. Tout le côté combo aussi qui est derrière, les coups que tu fais, les buildings beige qui ont chacun un pouvoir différent. Fait que là, lesquels je veux, mais là, je peux pas avoir deux fois le même dans la même zone. Fait que là, il faut que j'essaie de varier. Puis les pouvoirs que tu vas te chercher avec tes tuiles jaunes, qui peuvent te donner un avantage. Essayer de ramasser tous des animaux pareils pour faire exploser une zone puis faire plein de points. Fait que là, j'ai ramassé au début de la game, c'est plus facile parce que personne court après ça. À la fin de la game, on se boit un peu plus là-dessus. C'est vraiment, comme tu disais, un jeu d'opportunisme, de timing, puis d'optimisation des coups, puis les résultats de tes dés. C'est de t'ajuster parce que tu peux pas nécessairement toujours prendre les tuiles que tu veux selon les résultats des dés que tu as eu à cette manche-là. Fait que c'est de t'adapter avec ce que tu as pour en faire le mieux puis le plus de points. Exact. Puis se lancer de dés-là, c'est fou à quel point comme faut que tu le lances puis là, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça, avec la situation qui m'est donnée? Exact. Puis c'est juste tellement un beau puzzle à chaque tour. Puis ça renforce constamment ton... c'est ça, ta prise de décision, comme tu es toujours confronté à prendre à t'adapter. Puis je pense que c'est une leçon de design, ça. Oui. C'est comme de dire que, comme, OK, t'offres ça aux joueurs, puis c'est ça qui fait que c'est rejouable à l'infini, là. Puis les tuiles aussi, là, mais comme donner un choix aux joueurs à chaque tour. C'est ça de la vraie rejouabilité. C'est pas plein de gogos puis de trucs puis de modules que tu peux ajouter. La vraie rejouabilité, il faut que ce soit, je pense, dans les règles, dans le système de base d'un jeu. Ouais. Que tu aies toujours le goût d'y revenir ou le goût de voir rejouer ce puzzle-là puis le refaire. Puis ce jeu-là le réussit à merveille. À merveille. Donc c'est pour ça qu'il est dans mon top 10. Les meilleurs jeux. Ça se pourrait que ce soit dans le mien aussi. Oh. Le numéro 9, pour vrai, rendu là, on le sait, là, sont pas mal équivalents. Là. Plein de fois, Castles of Burgundy a été avant ce prochain jeu-là. Puis là, en ce moment, il est devant. Mais bon, c'est comme ça. C'est un autre jeu euro médium parfait. Un jeu de 2013, donc dans la même époque.
d'un auteur que j'ai nommé 2 autres fois, je crois. Il s'agit de McGurt's du jeu Concordia. Eh oui. Un autre jeu qu'une belle boîte. Ah ouais, ça, ces 2 jeux-là, là, le Bourgogne est à l'honneur. Là. La petite madame, sa boîte de Concordia. Là. Ouais, écoute, Classique. qu'est-ce qu'il y a? Ouais, avec sa moustache, là, je sais pas quoi. Euh, Alors, Concordia, c'est un jeu économique d'une simplicité désarmante en termes de règles. Je pense qu'il y a 2 pages de règles, ce jeu-là, honnêtement. Ouais. Mais oh mon Dieu, Ouais. oh mon Dieu, que c'est profond en termes d'approfondir comment y jouer. C'est si simple, ok? Tu fais une des actions dans ta main, Tu joues une carte. Tu joues une carte. tu joues une carte, tu fais ce qui est écrit dessus. Les cartes, c'est genre bouger ton bateau, construire des maisons, puis vendre des ressources, acheter des ressources, gagner des ressources, reprendre tes cartes. Faire de Grosso l'argent. modo, c'est Faire de ça. l'argent. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un jeu économique où tu essaies de te bâtir un empire dans la Méditerranée, autour de la Méditerranée. Puis il y a toutes sortes de cartes aussi qui existent. Celle qu'on voit, c'est celle de l'Europe, qui est celle de base du jeu. Puis de l'autre côté, tu as une version de l'Italie pour jouer à moins de joueurs, genre 2 à 3 joueurs, tandis que ça, c'est 3 à 5 joueurs. Okay. Tu as aussi toutes sortes de maps qui se vendent séparées. Tu as des extensions aussi pour ajouter des ressources, blablabla. Je m'en fous, j'ai pas besoin d'extension de ce jeu-là. J'adore la simplicité de ce jeu-là. Fait que j'ai pas d'extension. J'aimerais ça avoir d'autres maps, mais m'en fous, c'est pas grave. J'ai pas d'autres maps. Puis j'ai quelqu'un dans mon groupe de jeux qui a même acheté Vénus. Pour jouer en équipe. Je capote sur Vénus. Un jeu économique en équipe où à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, l'autre faut qu'il le fasse aussi. Mais ce jeu-là, c'est une question de timing. Genre, comme, tu veux pas construire quand t'as pas de ressources. Faut que tu ailles chercher des ressources, tu ailles les vendre, puis là, boum, tu rachètes des ressources, tu reconstruis, puis là, c'est comme une roue. Mais avec un joueur qui décide une fois sur 2 qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu times avec cette personne-là. Ça rajoute beaucoup de temps au jeu, l'extension Vénus. Mais quelle expérience incroyable de jouer en 2 contre 2 contre 2. Fait que c'est... On jouait à 6 idéalement, le meilleur setup. Puis, j'imagine que 2 contre 2 c'est bon aussi, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais bref, un jeu désarmant de simplicité. Là, j'arrête pas de dire simple, c'est quand même pas un jeu, c'est quand même pas Azul. Là. C'est quand même un 3 sur 5 sur. Simple dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de règles. C'est ça, exactement. C'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de règles, puis plein de profondeur. Puis là, on parle de variabilité aussi dans le setup parce que chacun des buildings va être mis à des places différentes de partie en partie. Puis la façon de scorer est très unique. Chaque carte que tu obtiens te permet de faire un scoring particulier, soit par région différente, fait que tu vas faire 1 point par région dans laquelle tu as au moins un building, ou par type de building que tu as, 2 points par type de building que tu possèdes. Fait que si tu t'es développé dans les 5 types de buildings, tu fais le maximum de points, mais si tu t'es spécialisé, non. Des points pour chaque ouvrier, parce que tu peux obtenir plus d'ouvriers ou plus de bateaux. Fait que tu vas pouvoir faire il y a des cartes qui vont te permettre de faire des points dans ça. Il y a des types de cartes qui vont te donner des points pour chaque type, pour chaque sorte de... chaque industrie de tissu, ou industrie de foin, ou industrie de vin que tu as. Fait que là, ça, c'est le contraire. Tu te spécialises dans quelque chose, puis tu essaies d'en bâtir le plus possible de cette sorte-là pour maximiser ta carte. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu vas acheter des cartes pour leurs actions et pour qu'est-ce qu'ils te font comme opportunité de pointage à la fin de la partie. Ce qui fait que c'est la seule chose qui est c'est pas la seule chose, mais c'est un petit peu obtus pour un premier joueur parce que tu vois pas le score se défiler vraiment. T'as aucune idée, là, c'est quoi ton pointage avant la fin de la partie. Puis il y a une partie dans les règles qui disent pour les nouveaux joueurs, vous pouvez faire un comptage de mi-partie. J'ai jamais fait ça, là, mais c'est comme un petit défaut de jeu parce que tu sais pas vraiment comment va ta game. C'est facile d'avoir un feeling là, de genre ça va bien ou ça va pas bien. Là. Mais
c'est ça. Fait que parce que là, c'est ça, à la fin, on compte nos points, puis t'es comme, oh shit, ok, j'ai fait une bonne game, ou ah Ouais, non. tu vas essayer de maximiser une condition, mais d'aller chercher comme 4 cartes qui font ce scoring-là pour en profiter le plus. Exactement, mais là, c'est pas évident, parce que Le là, monde ne te évidemment, laisseront pas c'est toutes. une rivière. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ah, ouais. Excellent jeu, excellent jeu. C'est le meilleur jeu de McGurts et de loin. C'est Et c'est solide. un des, et c'est un des meilleurs héros jamais sortis à ce jour. Puis il est tellement laid. Mais le gameplay est tellement solide qu'on s'en fout. C'est ça, Tu veux, c'est c'est ça. c'est aussi simple que ça. Ouais. Il y a des plus beaux jeux qui s'en viennent dans mon top 10. Ça, c'est sûr. Mais au moins avec des oiseaux. Oh! Oh, oh, oh! J'aurais aimé ça que ça soit une transition. Attends, Ah je vais non. changer. Non, ça. Bel essai, Non, ouais. on va rester de cette bord-là du continent. On va aller un peu plus au nord. Oh. Et on va aller dans thématique viking. Ok. On va aller dans un jeu allemand de Uwe Rosenberg que Ben j'ai oui. nommé A Feast for Odin. Ben oui. Ben oui. Un jeu de 2016. Le plus gros jeu de Uwe Rosenberg et mon préféré. De loin. Je sais pas Oui. c'était où l'autre, là, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Uwe Rosenberg dans le top Je sais 100. pas, t'as-tu nommé Patchwork? J'ai nommé Patchwork, c'est vrai. Ça doit être là. Ah oui, puis Caverna. Ah, Cavernac. Alors, Feast for Odin, c'est son plus gros jeu. C'est massif, ce jeu-là. C'est pas très élégant. Comparativement à Concordia on vient de parler, là. Il y a une monstruosité. Ouais, il y a genre de- 65 actions possibles sur le plateau. C'est pas une Ouais, exagération, là. ouais, c'est ça. Euh, il y a un paquet de tuiles. C'est un jeu de polyomino, de placement d'ouvriers. Et à travers tout ça, il y a de l'exploration, de la chasse, du jardinage. C'est du gros stock. Du Tout ça, bétail, c'est... ah ouais. Ouais, ouais. Ce qui est fou là-dedans, c'est que tout ça est décrit de manière thématique dans un almanach qui décrit pourquoi tous ces choix qui ont été faits sont fidèles historiquement aux découvertes des Vikings. C'est vrai. Fait que là, les trésors, Le le, pillage. le pillage, les manteaux en scie, les animaux, l'hydromel, tout est comme thématiquement relié à quelque chose. Puis un des développeurs de ce jeu-là, parce que c'est Uwe Rosenberg qui l'a fait, mais il a travaillé de pair avec un développeur, je me souviens plus de son nom parce que c'est un Allemand, là. Mais puis c'est lui qui fait les extensions. Ok. Puis ce gars-là, il pose sur BGG les recherches qu'il fait encore à ce jour pour des nouvelles extensions qu'il est en train de préparer depuis 5 ans, là. De ce jeu-là? Oui, oui. Wow. Puis là, la prochaine extension, c'est supposé être les Danois. Ok. Parce que là, il y a eu une extension norvégienne qui est un coup de circuit en passant, là. Oh, C'est ben comme, oui. à chaque fois mettons, j'ai joué sur BGA à m'emmener, puis il n'y a pas l'extension, puis j'étais comme, ah. Il y a presque pas de choix d'île. Il y en a 4. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout de ce jeu-là. Je suis viré fou à m'emmener. J'ai tout acheté les promos. Je suis allé sur BGG. J'ai commandé des affaires en Allemagne, peu importe, là. J'ai toutes les petites tuiles parce que j'adore ce jeu-là. Ce que j'aime, c'est l'ouverture. C'est un jeu complètement ouvert où tu fais ce que tu veux. Chaque game, tu vas aller chercher l'Islande ou le Groenland ou ci ou ça. Puis là, tu es comme, ah oui, c'est quoi le puzzle de l'Islande? Là, ah oui, ok, ce genre de tuile-là marche pas full bien, on dirait, sur cette île-là. Puis tu viens fitter tes polyomino sur tes petites îles, puis sur ton plateau. Puis tu gères à travers ça toutes sortes d'actions pour essayer d'y arriver avec le plus d'optimisation possible. C'est un jeu qui est long. Honnêtement, j'ai jamais l'opportunité d'y jouer à 4. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué seul, beaucoup joué à 2. Ouais, à 2. Je joue quasiment tout le temps à 2, moi aussi. C'est pas mal ça, son setup, malheureusement. Puis c'est pas qu'il est pas bon à 4. C'est juste plus C'est long. juste long. C'est long, puis c'est un jeu compliqué, tu sais. Fait que tu le sens pas souvent, tu sais. Puis pas tout le monde qui va avoir envie de s'investir dans ce jeu-là. Ouais, Mais puis tu sais, quand tu rentres dedans, là, 65 spots d'action, c'est intimidant pour bien du monde, là.
c'est ça, mais ça va paraître un petit peu, mais c'est pas si compliqué comme c'est beaucoup de variations de la même action, tu sais. Non, mais il est moins compliqué que l'heure, honnêtement. Oui, comme honnêtement, on a joué à Voyageur, puis j'ai trouvé ça vraiment Voyageur, plus c'est plus compliqué que compliqué ça. que ça, oui. Ouais. Fait que UV Rosenberg, Office for Eden, ça prend Patchwork dans un espèce d'univers comme super ouvert, euro, C'est thématique. Patchwork mâché avec Caverna, en fait. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça, les deux sont plus grands que la somme. Oui. Ouais. Parce que, je le préfère aux deux. Et de loin. Moi, c'est un jeu que j'ai longtemps eu le préjugé que j'avais pas le goût d'y jouer, puis que ça m'intéressait pas. Parce que j'avais pas parce que j'avais Agricola dans le temps, puis à un moment donné, je me suis comme tanné, puis je m'en suis débarrassé. Fait que j'avais pas Ouais. tant le goût de découvrir des jeux de Ray Rosenberg, puis là, j'ai vu lui arriver, je suis comme, c'est comme n'importe quoi, là, un board avec 65 actions, je veux pas essayer ça, là. Ça a vraiment l'air plat. Finalement, un moment donné, tu me l'as fait essayer. Ouais. Puis pour vrai, ça a été un coup de foudre, ce jeu-là. Tellement c'est bon, tellement j'ai eu le goût d'y rejouer. Je l'ai fait découvrir depuis ce temps-là à plein de monde quand même. Je l'ai rejoué Ah, c'est cool, ça. Je l'ai rejoué souvent en vrai, je l'ai rejoué souvent sur BGA aussi. Euh, j'ai hâte que l'extension norvégien arrive en français. Elle était censée arriver Ouais. en 2022, elle est comme un peu en retard. Là. Fait que j'ai hâte qu'elle arrive parce que ça ajoute quand même une belle profondeur au niveau des types d'îles, le nombre d'îles que tu peux te procurer. Fait que ça, c'est Puis les vraiment. actions aussi, la dernière colonne. Ouais, ils ont comme Si tu y vas, mergé faut que certaines ça soit en actions. dernier. Faut que ce soit ton dernière action, mais elle est Ah, vraiment forte. ouais. Tu te Ah, c'est souviens? cool ça. Ouais, c'est Puis ils ont remanié vraiment un peu le plateau important. principal, ils ont comme coupé certaines actions, Ouais. mais mergé. Fait que tu sais, ça a l'air con, mais il y en a moins. Le plateau d'extension, il y a moins d'actions que le plateau de base. Tu sais, ça a l'air niaiseux dit de même, mais ils l'ont revampé. Fait que. Puis il y a certaines stratégies qui dans le jeu de base sont pas vraiment bonnes, puis ils sont rendues très bonnes dans l'extension aussi. Bon, Fait que c'est ça ça. c'est cool aussi parce que ça multiplie les façons de jouer le jeu de manière plus optimale. Ouais. Tu sais, tous les artefacts aussi qui sont comme fidèles à tu sais, les haches, la couronne, D'Angleterre. le calice. C'est comme. Tout ça, c'est tout expliqué dans un livret Non, de non, c'est règles, genre. débile. C'est débile mental. Puis, puis en contrepartie, j'ai des cartes promo que j'ai, c'est comme un sapin de Noël. What? Oui, il est full cool, là. C'est comme il fait ça de même, tu sais, comme un sapin, genre. Il est Ah, c'est une super tuile? bizarre. Oui, c'est des tuiles artefacts. Oh mon Il y en a dieu. un, j'ai un traîneau de Noël aussi, un traîneau du Père Noël. Ben oui. En tout cas, bref, je pourrais en parler longtemps. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué solo parce que c'est vraiment cool comment il fonctionne le solo. C'est tu joues Oui, deux tu joues deux couleurs, couleurs. Tu puis bloques. à chaque manche, ouais, c'est ça. À chaque manche, tu joues une des deux couleurs, puis tu laisses celle de la manche d'avant sur le plateau. Fait que ce que tu as joué la manche d'avant, tu peux pas leur jouer l'autre manche. Mais tu peux pas tout le temps faire les mêmes actions C'est à super profusion. simple comme façon de gérer un solo, puis c'est le fun. C'est sûr que c'est un beat your own score, fait Ouais. il n'y a pas beaucoup d'interaction par rapport à ça, mais je trouve ça vraiment efficace pour un solo. Un excellent choix. Donc, 8e position, Feast for Odin. En 7e position, on retourne vers les jeux Cutthroat, méchants, du début du siècle. Ça fait longtemps. Ce jeu a 21 ans. Wow. Et il a été fait par quelqu'un qui s'est pas beaucoup à date retrouvé dans mon top 10, mais c'est pas impossible qu'il s'y retrouve plus d'une fois. Wow. Et il s'agit de Age of Steam de Martin Wallace Ouais. slash John Borer. Ouais, c'est pas clair. Pas clair. Puis honnêtement, je suis pas allé au fond de l'histoire, ça m'intéresse pas vraiment. Non, c'est ça. Le drama de designer de jeu. Donc, Age of Steam, faut savoir que Un autre j'ai jeu de été train. introduit. Ouais, un autre jeu de train. J'ai été introduit à ce jeu-là
par sa réimplémentation en 2009 qui s'appelait Steam, Ok. Ah que oui, tu as en haut à droite là, qui est une version pas cutthroat, moins, pas mal moins cutthroat que Age of Steam. Puis après ça, j'ai découvert Age of Steam, puis j'étais comme, oh là là. Parce que j'aimais déjà beaucoup ça, Steam. Puis là, j'étais comme, OK, ça, avec une enchère au début de la partie, c'est encore meilleur. Parce que le jeu, c'est un jeu de pick-up and deliver, de construction de réseau, où, au début de la manche, on va décider combien on emprunte à coût de 5 $. C'est un jeu économique où, si tu peux pas payer tes dettes, tu es éliminé. Bye. La première chose que tu Banqueroute. fais au début, ouais, la première chose que tu fais au début de la manche, c'est décider combien tu as d'argent pour ce manche-ci. Puis t'as encore pas dépensé d'argent. Puis à la fin de la manche, si t'as pas assez d'argent, tu meurs. Tu te retournes chez toi. Tu vas écouter la TV. Euh, fac, c'est vraiment, ça part raide, là. C'est comme, décide combien t'as d'argent pour cette manche-ci. Ensuite, fais une enchère sur qui va décider, Qui va être qui va premier jouer en joueur? premier. Ouais. Aïe, aïe, man, on n'a pas commencé encore. Tu m'as demandé de savoir combien je voulais d'argent, puis là, il faut que j'en donne pour juste jouer. Ensuite, là, le premier joueur va avoir le premier choix sur une des actions, puis les actions sont très fortes. Après ça, on va construire des tracks de chemin de fer. Puis après ça, on va faire des livraisons de petits cubes d'une ville à l'autre, en prenant soit les chemins que toi tu as établis ou celui des autres. Sauf que si tu le fais aux autres, tu leur donnes de l'argent, ce qui est absolument terrible à ce jeu-là. Ouais. Mais les cubes appartiennent à personne, fait que c'est Les- premier arrivé, Tout le premier monde servi. Là. premier arrivé sur les cubes. Fait que c'est du volage de cubes. C'est du volage d'espace pour mettre ses tracks. C'est de la surenchère pour faire des actions que les autres veulent faire aussi. Puis, c'est du comptage d'argent continuellement pour être sûr que tu tombes pas banqueroute. C'est tout ça, ce jeu-là. C'est à peu près 125 maps disponibles, différentes, C'est ridicule, ça. avec des mécaniques différentes. Donc, ici, on parle pas d'un jeu, on parle d'un système de jeu. Puis c'est pas comme tous des designers différents qui ont fait les maps, justement. Oui, Fait qu'il y a plein d'auteurs connus qui ont comme participé en faisant une map. Là. absolument. Vital Lacerda, je pense, a commencé à désigner des jeux en faisant une map de Age of Steam. Ah ouais, la map du Portugal. Là. Je pense que oui. Euh, Peut-être que j'extrapole un petit peu certaines choses. C'est peut-être pas exactement la vérité, mais il a fait une map de Age of Steam. Ça, je suis certain. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans les maps d'Age of Steam et qui en ont fait tout plein. Il y a un Ontarien qui a fait une map d'Age of Steam du métro de Montréal, Wow. qui est considérée comme la meilleure map à 3 Ok. de toutes ces 125 maps-là, Wow. qui fonctionne avec le gouvernement qui gère une des tracks. C'est malade. Tout ça, tu peux les imprimer si tu veux, puis jouer avec les maps, parce qu'ils sont super durs à trouver de manière éditée. Là. D'ailleurs, ce que vous voyez là, c'est la plus la plus récente de Eagle Griffin. C'est une œuvre d'art par rapport à la première édition. Pour certaines personnes, c'est vraiment laid, cette affaire-là. Pour moi, c'est comme, wow, ça a tellement bien évolué. Parce que l'ancienne était dégueulasse. Ouais, c'est quelque chose. Il y a une map de la Lune où tu peux bouger autour. Toutes les tuiles se connectent l'une l'autre. Fait que c'est un jeu. Ça se peut que vous connaissez le jeu de société puis que vous avez aucune idée d'à quel point ce jeu-là a son fanbase de die hard, là, de fan fini. C'est un autre jeu quasiment lifestyle, ce jeu-là. Puis c'est comme le bébé 18XX, si on veut. C'est vraiment moins compliqué qu'un 18XX. C'est vraiment moins long qu'un 18XX. Mais c'est la porte d'entrée, un 18XX, je voudrais. C'est juste que moi, j'ai jamais quitté la porte d'entrée. Tu es satisfait avec ça. Ouais. Je suis satisfait avec ça. Puis même les plus légers de cubes, de jeux de train de cubes,
je les aime aussi, mais pas plus compliqué que celui-là. Puis lui, c'est pas, je joue à des jeux bien plus compliqués que ce jeu-là, pas de problème. C'est juste que je trouve que lui, il est parfait dans sa longueur, dans son côté cutthroat, puis sans devenir trop mathématique quand même, parce qu'il est déjà pas mal. Ouais. Bon, il y a toutes sortes de défauts à ça, évidemment. C'est pas tout le monde qui va vouloir jouer à ça. Il faut calculer. Toutes sortes de maps ne sont pas bonnes à un certain nombre de joueurs. Tu vois, nous, j'ai montré à David, puis on était supposé être 4, fait que j'avais tout dessiné la map à 4, puis finalement, on a été 3, puis on a trouvé que c'était un peu plus ouvert. C'était une petite affaire trop ouverte. C'était peut-être correct pour une première partie, mais en même temps, je trouve que ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est d'expérimenter le côté serré, tête, méchant. Là, je trouve qu'on l'a un peu moins vécu, fait que je trouve pas que je vous ai donné la meilleure expérience. Mais c'est un jeu qui fait ça. C'est un jeu qui est très, 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 très dépendant du nombre de joueurs, très dépendant des joueurs qui sont autour de la table. Puis, malheureusement, c'est un jeu que je suis pas capable de sortir souvent parce que c'est ça, il y a plein de contraintes. Mais ça fait partie des jeux que si quelqu'un me dit « Hey, on part une game d'Age of Steam », je vais sauter sur place. Là. Je vais être vraiment excité. Là. Ouais. Puis, je vais être de même. Là, je vais être stressé tout le long de la game. Puis c'est ça que je strive quand je joue à des jeux de société. Je veux comme être genre comme sur les chapeaux de roue tout le long en me demandant comme chaque move, faut pas faire d'erreur. Puis fait que c'est ça que ce jeu-là crée. Je trouve qu'il représente bien qu'est-ce que j'aime dans les jeux de société. Ok. Moi, j'ai joué une fois avec toi, justement, mais moi, c'est moins ma tasse de thé, ce genre de jeu-là. Mais c'était pas désagréable. Mais personne n'est tombé en croûte. Non, effectivement, j'ai réussi à survivre à l'économie. Je suis pas super bien performé, mais c'est ça. Ouais. Fait que voilà, Age of Steam 2002. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre unique qui se fait plus, en fait. Ce genre de jeu-là ne se fait plus. Ou en tout cas, il est très niché. Là. C'est pas vrai. Ça se fait encore, mais c'est très niché. Là. C'est pas grand public du tout, du tout, du tout. Alright. Alors, on va un petit peu plus léger, dans une thématique un peu plus grand public. Ah oui. De malheureusement la seule autrice de ce top 100, mais 6e position, Wingspan. Ah oui. Je savais que t'aimais les oiseaux. Faut savoir que je vis en région, hein, qu'il y a des plus petits que oiseaux moi, là. Ouais. Je pensais que Sorel, c'était en région. Non, non. Tout est vraiment en région. Je vis en forêt, puis il y a des oiseaux autour de la maison. Fait que ça arrive souvent qu'on joue à Wingspan, puis qu'il y a un petit oiseau qui vient se déposer dans la fenêtre en face de chez nous. Ce jeu-là, c'est un... Bon, vous en avez tous entendu parler probablement, mais c'est un monument classique, moderne. Il a tout raflé, et avec raison. Il a vendu des copies impossibles de jeux. Il a pas pogné comme le million de copies vendues. Ouais, c'est ça, c'est un chiffre je voulais pas le dire parce que j'étais pas assez sûr c'était quoi le chiffre. Mais il me semble que c'est au-dessus de ça, ouais. Ouais. Ce jeu-là a traversé le hobby, là, puis il est allé ailleurs, là, tu sais. Dans la plus grande revue scientifique des États-Unis, on a parlé d'un jeu de société à cause de Wingspan. Ouais, quand même. C'est pas anodin aussi que ce soit une femme, parce que c'est un milieu, comme vous l'avez vu, qui est complètement dominé par la présence masculine. Puis là, le fait que ce soit une femme, puis que ce soit c'est un excellent jeu, puis qui dépasse tous les... Tu sais, comme qui brise des barrières, en fait. Et qui est donc simple. Pas si simple que ça, là. C'est pas Ticket to Ride quand même, mais la thématique est tellement invitante que ça te permet de passer au niveau supérieur avec une personne qui joue pas à beaucoup de jeux, parce que tout le monde peut apprécier les oiseaux. Oui, ok, il y a du monde qui sont comme moi j'aime pas les oiseaux, ok, d'accord, là, c'est pas grave. Là. Ouais, c'est plus invitant que Skymine avec l'espace générique, mettons. Effectivement,
la thématique d'oiseaux, ça peut parler à... Je vais être stéréotypé, là, mais genre à nos tantes, là, tu Je comprends? vais parler à ma mère, là, C'est ça. mettons. Ce qu'un jeu de viking ne peut pas faire, là, tu sais. Non. Mais au-delà de tout ça, au-delà des considérations méta, là, ou des considérations qui sont pas dans le jeu, là, c'est un jeu qui est un engine tableau building. Engine building aussi. Ouais. Où on va venir effectivement améliorer nos actions au fur et à mesure qu'on pose des oiseaux. Et on retrouve la même notion que dans le Château de Bourgogne, où chaque tour, chaque game va avoir une excessivement autre jouabilité du fait que chaque combinaison d'oiseaux va t'apporter différentes façons de faire ta game, différentes actions. Ça se peut qu'une game, tu vas presque pas aller dans un des habitats. Tu vas te spécialiser. La plupart des games, tu vas faire un peu de tout. Tu as des oiseaux qui vont t'inciter à faire un peu de tout. Tu as des oiseaux qui vont t'inciter à te spécialiser un petit peu. Puis tout ça, c'est des grands choix de design qui sont mis dans un jeu excessivement accessible. Ça en fait un jeu qui ouvre la porte à notre hobby, là, mais les deux grandes portes ouvertes. La porte de garage, là. Ouais. Oui, c'est ça. Puis ça le fait bien parce que c'est mécaniquement tellement solide, là. Puis imagine si on avait grandi avec ça plutôt que Monopoly. Ouais. Tu comprends? On s'en rend pas compte, là, mais on a grandi avec des jeux de... Puis là, aujourd'hui, là, les gens qui commencent à jouer, ils peuvent commencer avec ça, man. Ouais, c'est ça, c'est cool. On s'en rend pas compte en tant que gamer parce qu'on en connaît plein des jeux, tu sais, comme... Ouais. Puis celui-là, c'en est un parmi Mais à chaque jour, il y a du monde qui commence à s'intéresser à ça, tu sais. Exactement. Puis là, j'en reviens toujours aux considérations extérieures, puis c'est un jeu que j'ai joué 95 fois à peu près, avec ma conjointe puis ma coloc, puis on se tanne pas. C'est un jeu relax. Puis je dis que j'aime les jeux cutthroat. Celui-là, c'est un jeu relax. Ben oui, c'est ça. On prend notre thé, on met nos petits oiseaux. On prend des œufs. On essaie de remplir les objectifs avant les autres. Quand même. Il y a quand même un petit peu de compétition. C'est absolument magnifique. La production, elle est parfaite. Bravo Stonemaier Games. Vous avez fait un magnifique jeu, un excellent design. Et c'est ça. C'est un coup de circuit. C'est un coup de circuit. Ouais, un premier design. Un premier design d'un auteur ou d'une autrice ou peu importe, de n'importe qui. Un premier design qui rafle tout comme ça. Ça a été un peu comme Ark Nova l'année passée. C'est un peu le même principe avec Wingspan. Ouais. Sauf que c'est un jeu beaucoup plus accessible. Oui. Fait que il va aller rejoindre beaucoup plus. Il y a un scoring beaucoup plus fun. Fait que voilà. 6e position, Wingspan. Wow. T'as-tu essayé la nouvelle version Asie? J'ai essayé les cartes. OK. C'est parce qu'on n'a pas joué à 2 encore. Ah, le mode à 2, ouais, c'est ça. Fait à toutes les fois qu'on a joué, on était 3 parce que c'est comme ça qu'on joue d'habitude. Fait que je voudrais l'essayer un midi là, avec ma blonde. Ça a l'air vraiment cool, la version à 2. Pas convaincu par la version 6 à 7. Moi, là, j'ai déjà patenté une game à 6 parce qu'on était avec des amis qui voulaient vraiment l'essayer. Puis je pense que ça va améliorer cette expérience-là parce que c'est long. Puis dans l'extension Asie, il y a un module 6 à 7, mais tu joues. C'est comme si tu fais 2 tables en simultané. Moi, je joue, puis l'autre là-bas joue en même temps. Genre. Fait que je pense que ça va jouer correct. Tu sais. Ouais. Je pense que c'est pour les fans finis de Wingspan, tu sais, qui ont pas des considérations de on rentabilise notre temps pour jouer à notre, tu sais, comme c'est leur jeu Wingspan. Ouais, c'est ça. C'est cool, ils ont une extension pour jouer à 6 puis 7. Moi, c'est pas ça que je joue. C'est pas ça que tu vas viser à 6 7. Tu vas prendre un jeu cutthroat. Ouais, c'est ça.
Parfait, ça. Donc, on tombe en 5e position. Puis là, ça a déjà été longtemps mon premier, ça. Oh. Mais, de par sa nature, il va dégringoler tranquillement, pas vite. Oh, c'est un jeu campagne, Legacy. Et j'ai inclus là-dedans 3 jeux. Ah ouais, toute la 3 famille, là. magnifiques jeux. Ça? Non, pas ceux-là. Non? Pandémie, Legacy. Ah. Il doit pas être loin, là, vraiment. Bon, je vais mettre là. Ouais, je parle toujours du 1 parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Je pense Ouais, que c'est je celui pense. qui a marqué notre imaginaire de par sa nouveauté. Euh, donc, Pandémie, c'est un spin-off du jeu à succès coopératif de 2012. Celui-là date de 2015. C'est-tu 2012 ou 2009, la Pandémie originale? En tout cas, 2007, je pense. 2007. Lui, c'est Euh, 2015, ouais, déjà. ouais, Je vais 2015. laisser la boîte pour pas avoir de divulgateurs, tu sais. Absolument. Absolument. Donc, Pandémie, c'est un jeu où on essaie de gérer en coopérativité des cubes sur le plateau. Des virus. Virus. Ou Honnêtement, peut-être d'autres choses. ouais, c'est ça. Honnêtement, je l'ai beaucoup montré au Randolph Pandémie normale, Mais mais oui. moi-même, j'ai pas beaucoup joué parce que c'est pas un jeu que j'ai vraiment apprécié tant que ça, en fait. Ok. Fait que je partais pas vraiment avec un parti pris là, quand j'ai commencé la partie de Pandémie Legacy. Ce qui a galvanisé un petit peu tout mon plaisir de jouer à ça, c'est que on a joué moi avec ma blonde puis mes colocs. Nous, on est un groupe de 4. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans mon top 100, là, Ouais. mais on joue souvent ensemble. Puis celui-là, c'est celui qui a commencé cette espèce de... On Tradition, jouait là. cette tradition-là de jouer à des co-op. Parce qu'on jouait déjà à d'autres jeux, là. Mais, C'est vrai que tu joues pas souvent déjà, quoi. mais c'est ça. En fait, on s'est rendu compte que c'est parce que nous, on a décidé de vivre une vie à 2 familles. Puis le fait de jouer à un coopératif ensemble, ça nous a vraiment solidifié, en fait. Mm. Ça l'a comme aidé à créer des liens, puis de la coopération, puis tu sais, comme ça nous a engagés un petit peu dans notre mode de vie, Pandémie Legacy, puis ça a commencé avec Pandémie Legacy. Puis on a tripé, là. Ce jeu-là nous a tellement surpris, là, dans où il nous a amenés, là. Puis oui, effectivement, à travers les différentes saisons, le jeu Pandémie, le système Pandémie, il évolue. Là, je Oui. dis les 3 parce qu'il y a saison 1, saison 2, puis après ça, il y a saison 0. Euh, Moi, je les ai tous adorés. Euh, les 3. La 1 m'a plus marqué. La 2, on m'a dit que certaines personnes avaient eu des moins bonnes expériences. J'ai trouvé le fun, la 2 aussi. C'est juste que tu pars pas avec Pandémie comme système de base. Fait qu'il faut que tu t'enlèves C'est ça de ça, la tête, tu sais. exactement. Puis la 0, je l'ai préférée à la 2. Ok. J'ai capoté sur 0, en fait, là. Je te dirais que c'est celui que j'ai préféré, mais le 1, il me garde un Du côté nostalgique, un peu. nostalgique, puis le côté surprise aussi, tu sais. On Ouais, ils connaissait s'en pas vont à ça. des places assez cool dans le 1. Mais juste pour vous dire que les 3 saisons valent la peine. Ouais. C'est sûr que c'est un jeu qui demande beaucoup de commitment. Tu sais, c'est entre 10 et je sais pas combien de parties. Tu pourrais jouer Entre les mois 12, 2 fois maximum. Fait que, tu sais, c'est entre 12 et 24 parties, 12 et mettons. 24. Ouais. Euh, mais il y a des rebondissements, il y a une histoire qui est prenante, euh, il y a des, il y a des twists mécaniques. Tu sais, c'est pas juste comme, c'est mécanique aussi, là. C'est Oui. pas T'as juste des nouvelles immersif. actions, des nouvelles affaires à Ouais. faire, des nouveaux objectifs pour gagner. Ils vont tous changer, ils vont tous virer à l'envers, là. C'est pas le premier Legacy, mais c'est le premier meilleur Legacy. Tu sais, comme, c'est celui qui a brisé des ponts, là. Tu sais, il a traversé comme, Ouais, tu parce sais, il y avait que Risk Legacy. ouais, il risque d'être un moins bon système de jeu de base que Pandémie, mettons. Effectivement, effectivement. Puis je pense aussi que le mode coopératif, je sais pas, Risk Legacy, je l'ai pas fait, là, je sais pas, mais C'est compétitif, j'imagine. j'imagine, là. C'est risque. Ça serait Ben oui, bizarre que ce soit un jeu pas. Legacy coop, c'est peut-être plus facile à balancer qu'un jeu Legacy Exactement, compétitif.
c'est là où je m'en allais en fait, parce que c'est pas facile de pas que ça snowball dans le compétitif, alors que dans un coopératif, ça se gère très bien, tu sais, parce que c'est toi contre le jeu. Fait que si Ouais. le jeu il s'améliore en même temps que toi, ça marche. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour le côté expérience que ce jeu m'a permis de vivre là, il est très haut. Il était premier. Il descend parce que je veux dire, Tu y rejoueras plus. j'y rejoue plus. Là. Je referai pas une saison. Là. Il n'y a pas question. Là. Non. Il y a même, c'est même pas sur la glace de faire ça. Là. Sauf que bravo Rob Davio, bravo Matt Leacock, parce que vous avez fait un chef-d'œuvre qui a marqué l'histoire du jeu, puis avec raison. Ouais, bien d'accord avec toi. C'est un chef-d'œuvre. Alright. En quatrième position, Oh. fait que j'ai parlé beaucoup de jeux de développement, beaucoup de jeux d'euro. Puis il y en a un qu'il faut qu'il gagne, à un moment donné. C'est nul autre que l'Italien, hein, Simone Luciani, Whoop. avec un partenaire qu'on n'avait jamais vu avant, Tommaso Battista. Et on s'en va En hydroélectricité. ouais, c'est ça, on en va dans le domaine de l'hydroélectricité avec le Futuristique un jeu peu. barrage, ouais, rétro-futuriste. Oui, c'est vrai. Fait que c'est voyons, un futur alternatif dans lequel, dans les années 20, on aurait manqué de pétrole, puis qu'il aurait fallu se concentrer sur l'hydroélectricité. Puis là, on incarne des nations qui sont dirigées par des maîtres d'entreprise avec des pouvoirs asymétriques différents qui vont tenter de tirer leur épingle du jeu parce que malheureusement, dans cette dystopie-là, même si on a manqué de pétrole, ça a l'air qu'on va manquer d'eau aussi parce qu'on est en compétition pour l'eau. Eh oui, Colin. On n'est pas en coopération. Donc, c'est un jeu de développement de placement d'ouvriers où on va avoir de la construction de réseau, qui est quelque chose qui est revenu souvent dans mes jeux. Puis ce jeu-là permet de le faire d'une façon qui est comme vraiment unique, là, une twist complètement unique à ce type de jeu-là, même que genre, je sais pas si on peut appeler ça de la construction de réseau, mais c'est un peu ça quand même. Tout C'est ça un réseau dans... hydroélectrique. Ouais, ben c'est ça. Tout ça dans un système ou dans une grille à la Terra Mystica. Fait que comme je parlais plusieurs fois, on construit des trucs sur notre plateau qui débordent du income. À la fin de la manche, on fait des points pour un certain objectif, puis on gagne de l'income, puis on recommence. Fait que Clans of Caledonia, Gaia Project, les jeux que j'ai nommés, ils ont pris le même squelette. Okay? Ouais. Puis ils sont venus mettre cette thématique-là. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que la gestion de l'eau rajoute un côté très cutthroat à ce type de jeu. C'est un peu comme les cubes à Age of Steam. Exactement, c'est ça. Sauf que là, au lieu d'être sur le board, il arrive un peu comme on sait quand est-ce qu'il arrive, mais il arrive puis il descend à la fin de chaque manche. Fait que c'est juste une façon différente de gérer l'afflux de ces cubes-là, effectivement. C'est une très belle analogie. C'est un jeu qui était sur Kickstarter, qui a eu beaucoup de problèmes et de défauts, mais le produit qui en est sorti est exceptionnel. Et la première édition Kickstarter avait des problèmes, comme par exemple les gouttes d'eau, on n'était pas capable de les prendre tellement comme... C'était pas dans le bois, c'était comme en plastique, mais mon Dieu. comme ça. Fait que là, tu essayais de le prendre comme ça, mais t'étais pas capable. Fallait que tu le tires de même, tu le fasses sortir de la table, genre. Le plateau que le monde a payé plus cher pour avoir, 3D, le plateau 3D. il était en 3D. Oh, C'était cool le concept, là, genre, parce que ça part des montagnes, ça s'en va dans les collines, ça s'en va dans les plaines. Fait que l'eau, elle part d'en haut puis elle descend. Sauf que c'était bidon, là. Ils ont fait un truc de maternelle, là, genre, ils ont collé des foam core ensemble, là. Puis ils se sont dit, c'était un flop total. c'est 3D, c'est cool, c'est Kickstarter. Fait qu'il y a eu plein de flops comme ça. Mais moi, j'ai la version retail, puis la qualité, c'est comme les buildings en bois, tout différents, c'est parfait.
moi, j'aime beaucoup le look années 20, art nouveau, art déco. J'adore le look, le graphisme de ce jeu-là. La symétrie des différentes factions, des différentes tuiles de brevets. C'est pas 100% bien balancé. Dans un format très compétitif où tous les joueurs font vraiment bien ce qu'ils font, il faut faire une petite règle maison sur comment on va sélectionner les factions. Mais ça, c'est le cas dans tous ces jeux-là. Là. Comme dans Gaia Project aussi, il faut que tu fasses ça. Tu n'as pas le choix. Là. Si tu joues très compétitif, il faut que tu fasses un draft inverse. Là. Puis, c'est ça. Ça fait partie des qualités et des défauts du jeu. Euh, que dire de plus? La roue de Ouais. construction aussi qui est unique dans le jeu. Parce que c'est un jeu que tu vas aller commettre des. T'as comme des bétonneuses, puis une autre sorte de machine, en tout cas. Des Excavatrice. excavatrices, puis des bétonneuses que tu vas commettre pour construire un bâtiment. Puis tu vas aller les placer dans ta roue personnelle. Puis après ça, tu vas devoir prendre des actions pour faire avancer ta roue pour que éventuellement tes bétonneuses et tes excavatrices sortent de ta roue et qu'ils deviennent réutilisables. Fait que c'est comme une ressource permanente. Tu vas les perdre un certain temps, le temps que justement ils progressent dans cette roue-là. Tu peux avoir des effets de jeu qui vont les faire avancer, des contrats qui ont des bonus qui font avancer ça. Tu peux avoir un income de roue qui avance ou des trucs comme ça. Fait que tu as à gérer ta roue parce qu'évidemment, à un moment donné, tu n'en as pas à l'infini des bétonneuses et des excavatrices. Fait que il faut que tu aies un Cher. roulement pour les réutiliser parce qu'effectivement, ça coûte cher en avoir des nouvelles. Fait que la gestion de ressources, elle a quand même quelque chose d'assez unique en plus dans ce jeu-là. En plus de tout l'aspect réseau hydroélectrique, qui pour fonctionner, ben ça te prend une centrale, mais là, faut t'emmèner l'eau à la centrale, fait que ça te prend un conduit. Mais le conduit, tu peux utiliser celui d'un autre joueur en y payant. Mais lui, il va faire un point si tu utilises son conduit, puis il faut que tu y payes de l'argent. Puis ça te prend un barrage à quelque part. Ça te prend un barrage pour retenir l'eau. Ensuite, tu l'envoies dans le conduit. Ensuite, tu l'envoies à ta centrale. Là, tu fais de l'énergie. Et l'eau va sortir de ta centrale. Donc, si ta centrale est très haute dans le plateau, mais ça se peut que l'eau que tu utilises, elle sorte à quelque part, puis quelqu'un d'autre la récolte, puis l'utilise après. Ou toi-même, tu pourrais te construire un deuxième réseau qui réutilise l'eau de ton premier. Fait que il y a vraiment des interactions particulières dans ce jeu-là, mais c'est super thématique, ça fonctionne vraiment bien. Mais c'est pas un jeu qui est facile à apprendre parce que c'est un jeu qu'il faut que tu prévois tout le temps à moyen long terme. Parce que si tu construis un building à quelque part au début qui ne te sert à rien, tu viens de te tirer dans le pied solide. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui peut être impardonnable peut-être dans tes premières parties quand tu sais pas trop comment t'enligner. Mais une fois que tu le maîtrises, le concept du jeu puis comment ça fonctionne, c'est super satisfaisant. Ouais, puis c'est une thématique, un thème qui revient souvent dans mon top 100, c'est que c'est un jeu qui s'apprête beaucoup au format compétitif aussi. Comme c'est un jeu qui... compétitif, là, c'est comme chaque move est important. C'est cutthroat. Tu peux pas faire d'erreur. Ça peut être cutthroat. Ça peut... Tu peux jouer à 2 puis ça peut être bien relax parce que le board change pas de 2 à 4. Pas. C'est ça. Quand tu joues à 4 ou si t'es assez fou pour jouer à 5 comme on a fait au Delirium, c'est intense là, à 5. Là. Tu te piles ses pieds solides, tu te bats pour l'eau, tu te bats pour les spots. On a quand même trouvé qu'à 5 c'était moins tight qu'à 4 par exemple. Parce qu'on rajoute le board. Le board est plus gros. T'as un board, elle a des actions de plus aussi. Puis t'as des actions de plus. Ouais, c'est ça. Ben oui, très bien résumé. Puis t'as des objectifs de fin de game aussi. Ton personnage fait quoi, puis ta faction fait quoi aussi. Puis cette interaction-là entre ces deux asymétries-là, des fois aussi, c'est très... ça peut être vraiment intéressant aussi à exploiter puis à découvrir aussi, là, parce qu'il y en a une coupe quand même. Puis là, nous, on a kickstarté les promos puis tout ça, fait que là, on va en avoir plus, ça va être hâte, j'ai bien hâte de les essayer. Il y a une nouvelle map qui est sortie. Oui, c'est vrai. Mais honnêtement, ce jeu-là, de base, n'a pas besoin d'extension. C'est juste parce que là, on tripe trop, mais le jeu de base, il est tellement excellent. Là. Je joue rarement à l'extension, en fait. Ouais, mais d'accord. Fait que c'est son meilleur, selon moi. Ils sont plus compliqués, à Simone Luciani. Parce que oui.
Mais, Ouais, d'habitude, il fait du plus du midweight. exact. Mais celui-là, il est 4.09 Oh, sur oui, il 5. est complexe. Entre autres parce que, comme tu dis, première action de la game, tu peux te planter. Là. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté impardonnable un peu plus. Vu que tu construis un réseau, je veux dire, faut pas que tu fasses n'importe quoi. Là. Tu Puis construis ton un réseau. réseau a besoin de 3 morceaux différents au bon Ouais. endroit pour fonctionner. Fait que tu peux pas faire n'importe quoi, tu sais. Mais il y a un jeu de construction de réseau qui est selon moi meilleur. Ouais. Il est-tu numéro 1 sur BGG, mettons? En tout cas, il l'a été un bout, je sais plus Il s'il était... l'est en ce moment. Là. Là, il est... Je pense qu'il est revenu, là. Ah oui. Ouais, il est revenu. On parle de Brass Birmingham. On va y aller par là pour confirmer. Ben oui, regarde. En tout cas, au moment qu'on enregistre, il est numéro 1. Fait que là, il sera... Puis, gars, ils ont même Gloomhaven a glissé en 3e position. C'est la guerre. Ouais. Ah oui, C'est tu la vois. guerre. Brass. Fait que Brass Birmingham, c'est mon jeu économique préféré. C'est un jeu donc de construction de réseau qui, à la base, est un jeu de 2007, qui a été réimplémenté en 2010 par Age of Industry, puis après ça, en 2018 par Brass Lancashire, puis Brass Birmingham. Fait que, bref, il y a plusieurs éditions, là. Mais ça, c'est pas le même jeu. C'est un fan, deux fans du jeu, qui ont dit à Martin Wallace, il dit, on veut faire un Kickstarter puis rééditer ton jeu, mais on veut faire une deuxième édition du jeu avec une nouvelle map puis des nouvelles règles, Nouvelle règle, ouais. Des petits ajouts. des ajouts, des différences. Puis, depuis qu'il est sorti en 2018, ça a été une sortie de Roxley Games, qui a d'ailleurs été, c'est un jeu qui a été passé par Kickstarter, qui a été dessiné par des Québécois, Lina et David, de Monsieur Collington. Ouais. Qui ont fait un excellent travail qui est très différent de leur style habituel, qui est très cartoon. Ouais. Mais ça donne vraiment un résultat qui est cool pour cet univers-là, industriel. Je trouve que c'est vraiment une belle vibe qu'ils ont faite pour le visuel. Là. C'est fou parce qu'on est habitué dans ces jeux-là d'avoir des jeux laids. Puis celui-là, c'est comme, il est ailleurs. Puis je pense que ça fait partie de son succès aussi parce que je pense que oui. la beauté de la production est incroyable. De ce niveau-là, qui a la beauté, de sa beauté. D'habitude, ces jeux économiques-là, ça ressemble à Age of Steam. Là. Ça ressemble à Age of Steam. Le premier Brass, c'est laid de chez laid. Je pense que c'est aussi laid qu'Age of Steam. Ouais, c'est beige. Quand on dit qu'un jeu est beige, la référence parfaite, c'est Brass, là, le premier. Là. Il est beige longtemps. Celui-là, il est magnifique. Les couleurs qu'ils ont choisies sont magnifiques. Puis malgré tout, c'est ça, il n'est pas cartoon, il reste fidèle. Il y a des beaux personnages historiques dessus, des beaux bâtiments. Le style sombre, le style sombre, on s'entend, là, c'est du voyage de charbon. En Angleterre, dans l'industrialisation, le monde puait. C'est pollué à l'os. C'était pollué à l'os, comme. Il fallait quand même qu'il y ait un look dark, là, tu sais. Puis ils ont bien réussi. Mais bref, je vais revenir au gameplay. Donc, c'est un jeu économique où on va venir faire une des 4-5 actions qu'on peut à notre tour. Puis, chacune de ces actions-là va coûter de l'argent ou presque. Fait qu'on va avoir une gestion économique vraiment importante. L'argent, ça va juste servir à faire des points, mais va pas nous donner de points en tant que tel. Là. Fait qu'on va bâtir des choses pour augmenter notre revenu. Puis avec ce revenu-là, on va construire plus de réseaux, plus de bâtiments qui vont nous aider à faire plus de points. Puis le génie derrière ce jeu-là, c'est que notre gestion d'argent puis de timing est incroyable parce que l'ordre de tour va continuellement changer dans ce jeu-là. Plus tu dépenses dans un tour, plus tu vas te ramasser dernier dans l'ordre de tour. Fait que, si tu te ramasses dernier dans l'ordre de tour, peut-être que là, le tour d'après,
tu vas dépenser le moins possible, puis peut-être que tu vas te ramasser à jouer 2 fois de suite, parce que là, tu vas passer du dernier au premier, puis tu vas être capable d'enchaîner des moves, puis aller voler certaines affaires à Certains différents joueurs, spots. certains spots, puis certaines bières, puis certaines ressources, etc. C'est le jeu par excellence de tactique où il faut que tu t'adaptes aux besoins du marché. Parce qu'il y a un marché, les gens ont besoin de charbon, les joueurs ont besoin euh, de métal, de fer. Puis tu peux autant gagner en étant la personne qui prend les ressources que les autres mettent à disposition que en étant celui qui fournit les ressources aux personnes qui en ont besoin. Puis c'est juste une question d'opportunité à OK, là, le monde, ils veulent vraiment en ce moment, on manque de ça, je vais aller en construire, puis ça va être payant pour moi. Si tu en construis puis qu'il y en a déjà sur le board, ben là, le monde peut en prendre un peu n'importe où, c'est long avant que tu aies tué la flip, etc. C'est moins intéressant. Puis il y a 2 phases au jeu. Il y a la phase canal où on construit des canals, puis là, c'est pas très dispendieux. Puis il y a la phase chemin de fer où le chemin de fer, c'est plus dispendieux, mais on est en fin de game, on a un peu plus de moyens, on a plus d'argent, on fait plus de points potentiellement. C'est un. C'est excellent, excellent. Il scale bien là, à 2, 3 ou 4, là, mais c'est excellent à 4. C'est débile. C'est ça, c'est le jeu économique par excellence pour moi. Il y a juste la bonne difficulté. Les règles sont une petite affaire fiddly sur certaines affaires, là, le transport du charbon, le transport du fer, il ne marche pas exactement de la même façon. C'est un petit peu son défaut, mais dès que tu as quelqu'un qui maîtrise bien la règle, puis pour vrai, c'est bien expliqué dans les règles, c'est juste qu'il y a comme 1 ou 2 trucs que c'est pas vrai, c'est pas bien expliqué. Les règles sont bien faites, mais il y a deux ou 3 trucs qui peuvent laisser place à l'interprétation. C'est nu, ouais. C'est juste ça le problème. Euh, mais malgré tout ça, euh, c'est ça. C'est le jeu économique par excellence. Puis je pourrais pas voir un autre jeu le dépasser. Puis c'est fou parce que c'est un jeu, c'est pas le jeu original, là, c'est le jeu qui a été fait par des fans du jeu qui est meilleur que l'original. Puis quand il est sorti, il y avait plein de reviews de c'est quel le meilleur des deux. Ouais. Puis, euh, puis le monde était partagé, je te dirais. OK. Mais plus les années ont avancé, plus tout le monde s'est un peu mis d'accord, en fait, en jouant plus, en disant comme non, Birmingham est meilleur. Puis c'est parce qu'il y a une nouvelle ressource qui est la bière qui permet de flipper tes tuiles de cette façon-là au lieu d'aller au port. C'est un petit peu moins tête. Ça correspond plus au type de joueur actuel que le joueur Ça qu'il y donne plus avait d'options, ouais. Ouais. Mais c'est pas moins compétitif, moins intéressant pour autant. C'est ça la beauté de la chose. Parce que les bières, tu peux les voler aux autres aussi. Hmm. Mais à chaque fois que tu voles quelque chose dans ce jeu-là, c'est de l'interaction positive en fait, parce que tu l'aides, la personne que tu y prends ses ressources, elle veut dépleter tes ressources, parce qu'à chaque fois que ton bâtiment sur lequel il y a des ressources, il n'y a plus de ressources dessus, il flippe, puis ça donne Tu du scores des income, puis ça points. donne des points. Ouais, c'est ça. Ouais, Fait que, c'est brillant l'interaction positive dans ce jeu-là. Puis c'est ça qui les rend exact. uniques, je pense. Là. Ouais. Parce que c'est ça, c'est à la fois méchant, mais il y a de l'interaction positive. Fait que c'est comme. Ça fait une dynamique intéressante. Exactement, c'est ça. Je l'ai juste joué une fois, puis c'était avec toi, justement. Puis j'avais vraiment aimé ça, puis... Et j'ai comme jamais eu l'occasion d'y rejouer, mais c'est clair que j'aurais le goût de continuer à explorer ce jeu-là. J'avais trouvé ça vraiment excellent. Mhm. C'est ça, ça prend peut-être les bons joueurs pour. C'est un peu long quand même. C'est quand même un jeu de 2h30, 3 heures, là. Je dirais 3 heures à 4, là. Ouais. Euh, Puis, c'est pas un jeu évident, stratégiquement là, parlant. Là. Euh, Tu gères de l'argent, là, tu sais, fait que tu peux faire des mauvais choix. Effectivement. Ouais. Fait que Brass Birmingham, vous allez voir que je suis pas déçu qu'il soit pour numéro un, Hmm. mais ça ne change pas grand-chose pour moi, là, on s'entend, là, je m'en fous. Mais je suis content de le voir là, Ouais. même si il a délogé mon numéro 2.
qui est Gloomhaven. C'est quand même drôle, ça. Ouais. Euh, Puis là, je dis Gloomhaven, mais on pourrait écrire Frosthaven aussi. toute la famille, ouais. Ouais. Parce qu'en ce moment, je suis en pleine campagne de Frosthaven. On a une vingtaine de parties de fête. Ok, juste Puis, pour changer, je vais mettre Frosthaven là. c'est celui que j'ai écrit. Ah, ok. Ouais, j'imagine que c'est une version un peu améliorée de Gloomhaven, tu sais. Il y a des affaires qui fait moins bien, puis il y a des affaires qui fait mieux. Bon. Fait que c'est un jeu. Hey, c'est le seul dungeon crawler que j'ai dans mon top 100. Wow, quand même. Pourquoi? Parce que j'en ai un. Je l'adore. J'en ai pas besoin de deux. Ben non, mais c'est ça, puis au nombre de parties que tu joues aussi. Ouais, fait que Si tu veux le finir, contexte, t'as pas le choix d'avoir juste lui. pour le contexte, j'ai joué 155 parties de Gloomhaven, 28 parties de Jaws of the Lion, puis là je suis rendu à une vingtaine de Frosthaven. Et c'est le système de combat tactique avec les cartes que j'adore. Okay? Parce que d'habitude, dans ce genre de jeu-là, j'en ai pas joué tant que ça, mais j'imagine facilement que c'est du chocage de dés, un Souvent. peu random. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le puzzle que représente chaque scénario de Gloomhaven ou de Frosthaven rend ce jeu-là, pour moi, intéressant à chacune des parties que je joue. Parce que chaque personnage a une série de dizaines de cartes que tu vas venir jouer dans des combinaisons différentes qui vont faire des choses différentes, qui vont permettre de bouger, d'attaquer à distance, d'attaquer de proche, mais aussi d'appliquer des conditions négatives, d'appliquer des conditions positives à tes alliés. Tu vas pouvoir avoir des summons que tu vas pouvoir, qui vont bouger d'une certaine façon ou que tu vas pouvoir faire bouger selon quelle classe que tu es. Tu vas avoir des éléments que tu vas pouvoir infuser ou dépenser pour pouvoir faire des actions plus fortes. Puis tout ça va se passer dans un ordre d'initiative qu'on n'est pas capable de calculer parce on doit programmer une partie de l'information sans tout savoir l'information. Euh, Évidemment, il y a une histoire à travers ça, mais je vous mentirais si je disais que c'est ça qui me garde amoureux de ce C'est jeu-là. ça qui donne le goût d'y revenir, là. Parce que je trouve qu'il a fait un bel univers, Isaac Childress, l'auteur du jeu. Puis je trouve pas que son histoire est mauvaise ou quoi que ce soit. Là. C'est pas du tout ça. Là. Je veux dire, si j'ai joué autant, c'est bien parce que ça m'intéresse quand même. Sauf que ça m'arrive des fois de quelqu'un lit la fin du scénario puis j'écoute à moitié parce que je suis en train de vouloir décider mes cartes de mon nouveau niveau. Parce que c'est bien plus ça qui m'intéresse. Ouais, c'est plus le gameplay que la narrative. Ouais, je trouve le gameplay absolument incroyable et addictif et rejouable même si c'est une campagne parce qu'il y a tellement de stock. Le nombre de classes que tu peux essayer, Là, tu sais. dans le premier jeu, il y en a plein. Dans celui-là, il y en a plein. Je sais pas pourquoi on voudrait faire ça, mais je pourrais prendre mes classes de Gloomhaven puis les mettre dans Frosthaven, mais j'ai essayé de toutes jouer. Je vois pas pourquoi je Non, les c'est ça, tu veux Oui, il jouer y une en a des nouvelle. nouvelles. Ouais. Sont-tu le Puis fun, les nouvelles? dans les nouvelles classes de Frosthaven, le premier personnage que j'ai joué, là, je suis rendu à mon deuxième personnage, c'était ma classe préférée de Wow. toute l'histoire de Gloomhaven, Jaws of the C'est une Lion, des classes puis de base de Forgotten Frosthaven. Circles. C'est une de base. Fait que tu peux le nommer. C'est pas un Le spoiler. Blink Blade. Comment? Si vous, le Blink Blade. Oh, il doit se téléporter, genre. Toutou. Lui, il joue en deux modes. Il peut jouer en mode rapide ou en mode lent. Mais Ok. quand il joue en mode rapide, il hypothèque une de ses ressources. Fait qu'il peut pas toujours jouer en mode rapide. Puis chaque carte dit si t'es en mode rapide, elle fait ci. Si t'es en mode lent, elle fait ça. Fait que c'est pour les experts. C'est Ok, pas pour quelqu'un ouais. qui commence au jeu, mais pas du tout. Ils ont tous des niveaux de complexité maintenant. Ok. Puis celui-là, c'est un des plus complexes. Puis il y en a un autre qui est aussi complexe, qu'il faut que tu gères deux personnages avec deux sets de cartes différentes, puis il est moins complexe que celui-là. Le Blink Blade est moins complexe que le Geminate. Ok. Mais le- il est débile, le Blink Blade. Ce qu'il peut faire, là, c'est, tu te dis, comment ils font pour penser à des interactions comme ça, puis
Puis quand tu lis la carte, tu penses pas que tu peux faire des affaires aussi flyées que ça. Puis finalement, quand tu commences à l'apprivoiser, puis c'est ça, ce jeu-là, hein, tu commences à jouer, puis comme, T'apprends ta ok, je bouge, classe. j'attaque, mais non, c'est tellement plus que ça quand tu commences à explorer un peu plus les interactions entre les cartes. Puis des fois, tu peux faire des trucs qui sont meilleurs que bouger puis qu'attaquer, mais c'est pas intuitif quand tu commences, mais plus tu l'explores, puis t'es comme, hey man, je peux donner, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi parce que je parle même pas du Blink Blade en particulier, mais je peux curser le deck de l'ennemi qui fait que, crime, ils font jamais de dégâts parce qu'ils pognent toujours des nulls parce que je suis toujours en train de leur Mhm. donner des malédictions. Ça, c'était un des personnages d'une des extensions que j'avais adoré aussi. Elle se téléportait, elle faisait des affaires pas rapport, elle attaquait quasiment pas. C'était débile ce qu'elle faisait. Puis dans Frosthaven, ils ont invité toutes sortes de designers pour faire les, Les euh, bonhommes. les scénarios. Ah, ok. Les bonhommes, je sais pas, mais les scénarios sont crédités à différentes personnes. Il y a des créateurs de contenu que c'est eux qui ont fait les scénarios de ça. Puis dans Frosthaven aussi, tu as une nouvelle facette du jeu que tu as un village Oui, c'est vrai. qui est dans le froid, puis qui se fait attaquer l'hiver, puis tout ça, puis tu construis Frosthaven. Fait que au début, on peut faire moins d'affaires qu'au début de Gloomhaven. Tu sais, comme on veut pas tout acheter les systèmes qu'on peut faire, on peut. Mais là, maintenant, on peut crafter des systèmes. Fait que maintenant, dans les scénarios, on veut pas juste récolter de l'argent, on peut récolter du bois, du cuir, toutes sortes d'affaires pour pouvoir crafter en revenant. Mais au début, on peut pas crafter de choses. Fait qu'il faut construire nous-mêmes notre Ouais. bâtiment pour crafter. Il faut construire des murs, puis on se fait attaquer, fait qu'il faut rebâtir des choses. Fait que là, il y a toute une phase de plus. Ok. Le gros downside de ça, c'est que c'est vraiment long. Puis c'était déjà un jeu qui était long à setup. Nous, on a une table dédiée à ça, puis comme il se passe rien d'autre avec cette table-là que Frosthaven, il attend qu'on joue. Ouais, c'est clair. Parce que ça fait qu'on n'a pas besoin, on a juste besoin de setup le scénario à chaque fois. Puis si vous êtes intimidé par tout ça, vous avez raison d'être intimidé pour vrai. Euh, Nous, on joue à 4. On a comme pas loin de 200 parties de fête maintenant. Puis c'est beaucoup de questions, souvent, qu'on se demande. Hey, ça, c'est comme ça. Hey, ça, c'est comme ça. Il faut contrôler le AI. Euh, il y a aussi beaucoup de temps de setup puis de teardown. Fait qu'il faut un setup. Tu sais, comme il faut que tu sois un peu dédié comme à vouloir jouer à ce jeu-là un peu tout le temps. Ou sinon, que vous êtes plusieurs à participer au setup. Parce que Ouais. pendant Gloomhaven, on n'avait pas de table pour ça. Puis les quatre, on travaillait en même temps. Tu sais, on savait quoi faire. Là. On Chacun avait nos sortait ses tâches. affaires, ouais. Ouais. Euh, Chaque game est longue. Maintenant, on a des enfants, puis honnêtement, c'est rare qu'on est capable de faire une game en une seule shot. Là. On Vous faites laisse sur le 2 jours. scénario là, puis on est comme on finit à 10 heures, c'est bon, on finit à 10 heures, puis le lendemain on finit. Puis des fois, ça prend 3 shots de finir une game. Avec la phase de village en Avec plus. la phase de truc, parce que là, il y a des événements à lire aussi entre tout ça. Il y a. C'est ça. Fait que, il y a toutes sortes d'affaires, il y a des collants à coller, il y a des trucs à débarrer, puis ils ont changé la façon qu'on débarre les bonhommes. Ok. Fait que ça, c'est dit là, d'avance, là, c'est que les bonhommes sont débarrés à travers le jeu. Puis je pense que c'était une critique qu'il y avait qu'il fallait que Ouais. tu te retraites pour débarrer le nouveau contenu, puis c'était trop lent. Là, au fur et à mesure que tu fais l'histoire, tu débarres des bonhommes. Ok. Puis la façon de te retraiter, Ça donne d'autres encore, choses. c'est encore une condition, mais ça donne autre chose. Ça, Ok. j'en parlerai pas, là, mais ça donne autre chose. Fait que, en ce sens, Frosthaven, pour moi, la phase de construction de ville, je la trouve vraiment le fun, mais c'est long. Puis c'est beaucoup de texte à lire, puis tout le temps. Puis c'est un jeu qui est en anglais, puis honnêtement, je pense pas qu'il va sortir en français, c'est juste tellement massif, là. Oui, oui, je pense que oui. Oui? Oui, il est annoncé pour 2024. Ah ouais, ok. Ben écoute, ça se peut, mais c'est un jeu qui est excessivement Moi, je l'ai vu sur long le site et cher à d'Asmodée. traduire. Ok, cool. Bon, ben, tant mieux. Euh, Fait que, mais ça vaut la peine. Si vous êtes moindrement pas très à l'aise en anglais, pour vrai, là, c'est du travail, là. Puis même le premier, je veux dire, il utilise quand même un vocabulaire assez soutenu, là, pas littéraire, là, mais quand même, tu sais, euh, il y a un de nous quatre qui est un peu moins bon en anglais, puis tu sais, comme, on traduit un petit peu des fois, là, pour cette Ok. personne. Euh, il
il y a un audio teller que maintenant tu peux remplacer C'est vrai. pour pouvoir arrêter de lire. Mais nous, c'est pas la partie lecture qui nous énerve. Là. C'est pas. Mais il paraît, j'ai écouté le premier scénario pour voir, puis c'est du voice acting, là. C'est quand même bien fait, là. C'est de la qualité. Fait que voilà, c'est une bête ce jeu-là. C'est tout un. Ça aussi, c'est un lifestyle game. Tu peux avoir quelqu'un qui joue juste à ce jeu-là, puis il y en a pour son argent. Là. C'est clair. Fait que c'est mon deuxième. Puis je pensais pas j'allais le déloger un jour. Oh, c'est un jeu de 2020 en première position. Ah oui, là, écoute, Oh, c'est assez clair, c'est c'est quoi. assez facile. Ouais. Puis celui-là, je l'ai pas vu venir, mais pas pantoute. Un jeu de Paul Dano. Un jeu de Paul Danon. Dune Imperium. Ouais. Il y a quelqu'un dans la sphère du jeu de société qui le compare à un combat de couteau Okay. dans une cage à chien. C'est moi qui ajoute le côté cage à chien dans l'histoire, là, mais. Oh my god. Ok. Fait que ce jeu-là, juste vous dire, j'en ai abusé, là. Ah oui, Je suis rendu. t'as Je participé suis à des rendu tournois en plus. Je suis rendu sur un club sur Ah oui, Tabletop c'est ça. Simulator alors que j'aime pas ça jouer sur Tabletop Simulator. Parce que je suis tombé dedans, là, mais solide. Là. Fait que c'est un jeu où on a un placement d'ouvriers qui est relié à une gestion de main deck building. Et où le but c'est de faire le plus de points. Puis la partie se termine quand quelqu'un atteint 10 points à la fin d'une manche ou plus. Puis à ce moment-là, c'est la personne qui a le plus de points qui gagne. Bon, dans les règles, on peut se rendre à 10 manches, là, mais c'est rare. C'est très rare. C'est un jeu où chaque point est très difficile à obtenir. Okay? Ouais. Et où tout le monde va essayer de tirer son bord de couette, okay, de couverte, pour avoir le point. Ça va jouer dans les plates-bandes continuellement des autres. Il manque de place sur le board. Okay? Surtout à 4. Là. C'est un jeu qui excelle à 4. Il est correct à 3. Là. Puis honnêtement, moi et Marie, on le joue à 2, puis on a du plaisir aussi. Même s'il y a un petit autobot qui fait des affaires entre nous deux, là, ça marche. Là. C'est quand même bon. Mais c'est un 10 sur 10 à 4. Ouais. C'est le meilleur jeu à 4, selon Pierre-Marc. C'est le meilleur jeu selon Pierre-Marc, point. Ben, je pense pas que à 3, c'est le meilleur jeu. Ouais. Mais Overall, 4, c'est le meilleur jeu. Overall, c'est ton meilleur jeu. Ouais. C'est un jeu où donc on a un leader qui va déterminer un petit peu une asymétrie. Il va avoir un pouvoir passif, puis un pouvoir qui est relié à une de ses cartes. Fait que sa carte à lui, c'est ton Signet Ring, a fait telle affaire, alors que celui d'un autre leader fait une autre affaire. Puis tu vas venir recruter des cartes que tu vas venir ajouter à ton deck. Puis c'est ceux qui disent que le jeu est pas thématique. C'est pas vrai, là. C'est un jeu qui est très, 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 très thématique. Là. Ils ont mis les personnages, puis les personnages, ils ont des factions. Puis Gurney Alec, il vient avec des troupes avec lui parce que c'est le commandant de l'armée Atréide. Pas des non, oui, d'House Atréide. Le Chome Directorship, c'est ce qui te donne de l'influence dans les 4 factions. Comme, oui, c'est mécanique, mais c'est quand même un jeu où les cartes sont très, 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 très influencées par la thématique. Les effets des cartes. Ouais, ça, je suis d'accord. La beauté de ce jeu-là, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, ça l'influence. Qu'est-ce que tu peux faire pour la suite? Puis, qu'est-ce que tu devrais faire? Parce qu'il y a du combat. Oui. Il y a des points à aller chercher en allant chercher de l'influence avec les 4 factions qui sont les Fremen, les Bene Gesserit, la guilde de Spacing Guild, puis l'empereur. Fait que ça, c'est des façons de faire des points.
le combat, c'est une autre façon de faire des points. On sait au début de la manche c'est quoi les bénéfices d'aller en combat. Mais puis les combats, ils évoluent. Fait qu'il y a 3 niveaux de combat. Il y a la première manche, c'est un niveau 1. Après ça, les 5 manches suivantes, c'est des niveaux 2. Puis les dernières, c'est des niveaux 3. Les 4 dernières. Fait que tu peux te préparer en fonction des niveaux 3 parce qu'ils donnent plus d'affaires que les autres. Tu peux développer des stratégies en fonction de faire des points pour acheter des épices, qui est une façon de faire des points en ayant des cartes qui demandent beaucoup de qui donnent beaucoup de persuasion, parce qu'acheter des épices, ça coûte beaucoup de persuasion, qui est la monnaie, dans le fond, pour acheter des cartes, là, comme dans tous ces jeux-là. Il y a des cartes intrigues qui te permettent de t'aider en combat, mais qui peuvent aussi donner des conditions de fin de partie, donner des points surprises. Oui. Puis ça rajoute une grosse incertitude dans le jeu. Puis des fois, tu peux détecter qu'est-ce que la personne a en fonction de c'est quoi qu'elle a fait, parce que c'est comme, ok, ça c'est trop bizarre ce qu'elle vient de faire là. Est-ce qu'elle aurait tel point de fin de partie dans les mains? Puis ce jeu-là de guesser qu'est-ce que l'autre est en train de faire, parce que il y a tellement des actions qui sont spécifiques à une stratégie que c'est jamais anodin quand quelqu'un va faire quelque chose. S'il suit une stratégie quelconque, là, c'est sûr que s'il fait n'importe quoi, c'est dur à lire. Puis, je mettrais un autre astérix aussi, c'est que l'extension Rise of X est un chef-d'œuvre absolu. Et pour moi, comme on a joué, là, ensemble, la dernière fois qu'on a joué ensemble, on a joué au jeu de base, puis c'est excellent, là. Mais Rise of X... On avait mis Rise of X, je pense, au Delirium. Pas au Delirium, mais au LAL. Non. Au LAL, oui, mais pas au Delirium. Ah oui, ok. C'est vrai que la dernière fois qu'on a joué, c'est au LAL. Ouais. On a joué aux 2 conventions. Mais oui, c'est drôle. Puis, la dernière extension Immortality, c'est comme le LSD de ce jeu-là. Là. Elle est comme pété un peu. Là. C'est pété, là, pour vrai. Mais elle n'est pas aussi essentielle que Rise of X. Exactement, c'est ça. Elle n'est pas aussi essentielle, mais je pense que pour le joueur un peu casual, il va la trouver peut-être plus le fun. Genre, le facteur plaisir est plus là. Alors que dans Rise of X, c'est un meilleur jeu compétitif, je crois. Okay. Mais un n'empêche pas l'autre, là. Vous pouvez jouer avec les deux. Là. Ben oui. Mais c'est parce que ça rajoute des possibilités de pointage Immortality, fait que ça enlève un petit peu de le côté serré, là, tu sais. OK. Puis, il y a des combos de cartes pas possibles, là. Comme, tu peux comboer des cartes, c'est comme... Ouais, c'est ça, il met l'accent un peu plus sur le côté deck building. Exactement, ouais. Puis, un des développeurs du jeu, c'est un ex-professionnel joueur de Magic. OK. Justin Cohen, je pense son nom. Puis, ça paraît. Ça paraît que Paul, il a eu de l'aide quand même là, pour comme... Faire exploser ces combos-là. Ouais, faire exploser ces combos-là, effectivement. Pour moi, honnêtement, avec ou sans la dernière extension, d'accord, je jouerais toujours avec Rise of X, sauf la fois au Delirium, parce que c'était la copie était là, puis on n'avait pas Rise of X avec nous, là. Parce que honnêtement, c'est pas plus compliqué, là. Ces extensions-là de deck building, c'est pas l'affaire la plus compliquée à montrer de plus. Puis ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment excellent. Ah oui, c'est un amour profond. Tu joues tes games sur Tabletop Simulator, t'en joues plusieurs à la fois, c'est ça? Non. C'est une à la fois? Ouais, puis c'est en temps réel. OK. Ah oui, c'est vrai, Tabletop Simulator, il n'y a pas de tour par tour. C'est pas BGA. C'est plus court, par exemple, parce que tout le monde sait jouer. Tu sais. Ouais. Fait que d'habitude, c'est comme 1 heure, à peu près. OK. Alors que pour des néophytes, ça peut être un jeu de 2 heures. Ouais. C'est vrai. Ben, Colin, c'est ton numéro 1. Ouais. Il l'a délogé. Délogé Gloomhaven / Frosthaven. Qui avait délogé Pandémie Legacy. Tu sais, t'es comme BGG. Gloomhaven s'est fait déloger.
Ouais, Mais effectivement. Dune Dune, Imperium, il s'approche du top 10 là, de il BGG, est honnêtement. rendu, il est rendu 12e et 9e stratégie. Ouais, c'est ça. Mais ça serait pas impossible qu'il perce le top 10 dans pas long, là, je pense. Ouais, il y a vraiment une forte popularité. Ouais. Ça reste une propriété intellectuelle aussi qui a un bon fanbase à la base. Puis, C'est vrai. tu sais, même, ça reste un jeu. Tu sais, même quelqu'un qui est pas nécessairement si abusé que ça dans les board games pourrait s'intéresser au jeu parce que c'est Oui. d'une. Oui. Puis aimer ça, puis embarquer. Ce qui est le cas pour beaucoup de deck building, tu sais. Oui, Toute la série là, que toi PLP vous aimez, là, les Legendary. Legendary, ça, c'est des jeux qui sont en vente dans des boutiques comme de jeux de cartes, puis Ah oui, des c'est trucs qui Upper sont pas des Deck mag... qu'il faut. Fait que C'est s'ils vendent ça, des cartes de hockey, ils peuvent vendre Legendary. c'est ça. Fait que c'est un peu ça, effectivement. Puis, il est entouré de jeux bien plus compliqués que lui, là. Oui, c'est vrai. Tu sais, Puis c'est pas un comme... jeu campagne. C'est ça. C'est un jeu rejouable plus qu'à l'infini, là. On s'entend, là? Ah, il y a tellement de variables imprévisibles dans une game de Dune Imperium, puis de revirements, puis de oh mon dieu, telle carte de conflit, là, je me commets dessus, ou ah non, mais là, je voulais attendre à l'autre tour pour aller sur la prochaine carte, puis là, je voulais faire d'autres choses. Mais là, si je laisse ça à Ouais. lui, il faut que j'aille mettre un peu de troupe, puis De c'est pression, ouais. ça. Comme tu dis, chaque point va être bien mérité, puis c'est pas facile de se démarquer des autres d'une Imperium. Ouais. Puis, tu dis, ouais, puis il y a les leaders, évidemment, qui sont bons dans des contextes différents. Ça, c'est vraiment cool. Parce que de la façon qu'on le joue, nous, la sélection de leaders, c'est qu'on détermine l'ordre de tour, puis le quatrième joueur choisit en premier. Ben oui. Puis non seulement on fait ça, mais depuis comme moins qu'un an, c'est que il y a 14 leaders avec Rise of X, je pense. On en enlève 6, puis on en a 8. T'en Fait prends qu'on un, t'en enlève enlèves 6 un. aléatoires. Fait que là, il nous en reste 8. Le quatrième joueur en choisit un, mais les autres, ils voient pas qui a pris. Fait que là, le Oh. troisième joueur, il en prend un, mais il monte pas. Le deuxième, le premier. Puis après ça, on révèle tout en même temps, les leaders. Ok. Fait que là, selon les positions, il y a des leaders qui sont meilleurs que d'autres dans certaines positions. Puis avant de faire ça, on va révéler la rivière de cartes, puis les différentes technologies. Fait que là, en fonction des cartes qui sont disponibles au Tu peux premier être tour, avantagé à prendre un au lieu qu'un autre. il y a des leaders qui sont meilleurs que d'autres avec ces cartes-là. Puis ça, fait que tu vois à quel point le niveau de jeu, vu qu'il y a 130 cartes dans le deck ou enfin de même, ben la rivière de cartes est jamais pareille. Fait que, puis là, ton choix de leader, il est jamais pareil. Oui, il y a des leaders plus forts que d'autres, là. Il y a à peu près, sur 14 leaders, je te dirais qu'il y en a 3-4 qui sont presque jamais pris, malheureusement. Ouais, ça souvent ça. Dans Rise of X. Mais dans Immortality, ils sont quasiment tous bons. Fait que ça, c'est vraiment une bonne Ok. qualité de Immortality, là. Il y a plus de leaders qui sont bons. Super, ça. Hey, Voilà. ça conclut ton top 7. Ouais. Ouh! Je pense que tu voulais nous partager quelques petites statistiques en finissant. Ah ben oui, rapidement. Ben oui, on sait que tu es un fan de statistiques. Ouais. Fait que le nombre de jeux par année de parution. Ok. Fait que l'année où il y a le plus de jeux qu'il y a dans mon top 100, c'est l'année de 2018 avec 17 jeux de Quand même, 2018. quasiment à 20%. C'est fou, là, pareil, ça, là. Hmm. La deuxième année, c'est 2016. On est d'accord, toi et moi, pour dire que C'était une c'est une grosse année, excellente ça. année. D'ailleurs, tu sais, dans Feast for Odin, Clank. Clank, Terraforming Star Wars Mars. Rebellion, Terraforming Mars, c'est une Ouais. grosse Ah année. ouais, c'est bien. Sight. Euh, Ensuite de ça, c'est 2022 qui était comme une année pas rapport. Et aussi la Trek, Oui. c'est un peu les nouveautés, là, mais c'est normal. Là. Ouais. Après ça, ben là, c'est 2017, 2015. Après ça, il y en a plusieurs années qui sont pareilles, fait que ça, Ok. c'est moins intéressant. Euh, j'ai fait la moyenne
de difficulté sur 5, 2.87. Ah ouais! Je suis quand même surpris que ça soit pas plus haut. Ouais. Mais à la fin, c'est devenu haut, mais on s'entend qu'il y a Ouais. Ouais, plusieurs t'as jeux eu. dans mon Ouais. top 100 qui sont à 2, entre 1.5 puis 3. Là. Ouais, quand même. Le plus haut, c'est 4.67, puis le plus bas, c'est Puis 1.05. c'est quoi à 4.7? Tu viens-tu? C'est On Mars. Ah oui, évidemment. Puis je pense que c'est top 10, le Top 10 1.05. ou Just One, genre. Rendu là, peu importe. C'est pas mal dans le même gabarit. Mhm. Ensuite de ça, j'ai les top auteurs. Oh, ça c'est intéressant. Alors, le premier, c'est Luciani, Oh, c'est bon, avec mais. 6 jeux. Ok, ouais. Fister Après doit pas être ça, bien loin. après ça c'est Fister avec 5 jeux. Ouais, parce que il était bien classé en plus les derniers, Ouais. Le Docteur avec 5 jeux. quand même. Mais aucun jeu dans le top 20. Ouais. Malheureusement, le Docteur, il a de la misère à faire Un home run. un home run. Stephen Feld avec 4 jeux. Ok. Lui, il était là dans le top 10 puis dans le top 20. Fait que, Ouais, il est bien dans ces 4 positionné. jeux-là, il y en a quand même 2 très très solides. Tachini avec 4 jeux, Ok. dont il y en a beaucoup là-dedans qui a fait avec d'autres. McGurts, 3 jeux. Uwe Rosenberg, 3 jeux. JB Stagmeyer, 3 jeux. Puis Paul, je veux quand même parler de Paul Dennen et de Martin Wallace qui ont quand même des choix, des hauts Bien choix. positionnés, ouais. Ils sont bien positionnés, disons. Ouais, pas mal ça. Eh ben, merci pour cette aventure, d'avoir Merci à toi. partagé ça avec nous. Euh, comment t'as trouvé l'expérience? À la fin, je toussais tellement que j'avais parlé beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, le monde pense qu'on a enregistré ça sur 10 jours différents. C'est ça. Non, mais Ouais, c'est le fun de verbaliser ces choses-là, que des fois, sont juste dans ta tête un petit peu, puis ouais, t'es c'est comme, bah, ça. c'est pas vraiment important, là, tu sais, j'aime ce jeu-là, j'aime ci, mais je trouve que d'en parler, ça aide à comprendre qu'est-ce que À t'aimes, justifier tes choix, ouais, puis à te ouais, connaître comme joueur aussi, là. à te connaître comme joueur pour comme mieux discerner euh, qu'est-ce que t'as envie quand tu joues à des jeux de société Qu'est-ce que aussi. tu recherches, c'est quoi tes Ouais. goûts. Parce que je m'attendais pas à avoir autant de jeux, tu sais, de rondelles, de jeux Cutthroat. Oui, je savais que j'aimais ça quand même, mais tu sais, c'est quand même assez parlant, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, l'exercice se fait comme en deux temps. Tu sais, t'as l'exercice de faire, oui, faire la liste, faire les 100 jeux, les classer. Ouais, Puis l'exercice des présenter, d'en parler, de partager. Tu sais, c'est vraiment deux exercices complémentaires qui sont aussi intéressants les uns que les autres, là. c'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai mieux aimé en parler que de la faire. Je trouve ça ardu, faire la liste, pour vrai. Ouais, puis si t'en parles pas, on dirait que t'as fait, puis tu sais, t'as refait la semaine d'après, elle aurait comme beaucoup changé, on dirait, je sais pas, tu sais. Mais le fait d'en parler, puis d'extérioriser ça, comme tu dis, ça, je pense que ça solidifie certains choix, puis tu fais comme, ok, ah oui, en parlant, ok, c'est pour ça que j'aime tant ce jeu-là, puis que Ouais. oui, c'est mon numéro 4 ou mon numéro 12 ou etc. Là, fait que, J'ai l'impression que si je la refaisais un jour, je pense pas que ça va arriver, là, mais euh, je pense que je la réécouterais celle-là. Puis ouais. je serais comme, ok, il me semble que j'en ai pas parlé avec tant de passion que ça, ce jeu-là. Peut-être indicateur. Parce que tu sais, des fois, il y a des raisons externes, on dirait, qui font qu'on la met plus haut qu'il devrait l'être, tu sais. Ouais, puis des fois, on se souvient plus de l'expérience qu'on a vécue dans la partie qu'on a jouée que du jeu en tant que tel. Mais Ouais. ça fait partie du tout, je pense, là. Ben, le jeu permet ça, fait qu'il faut le rater pour qu'est-ce qui nous permet de vivre, right? Oui, oui, ben oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que Puis des si t'as, tops. si t'as trouvé ta blonde en genre Twister, c'est correct que tu le mettes dans ton top 100. Voilà, Twister, dans ton top 100, c'est ça que t'as fait connaître ta blonde, voilà. Ou ton chum. Et voilà. Ben oui, Twister, hein. Ben merci d'avoir pris le temps de venir en jaser avec moi, avec les auditeurs. J'espère qu'ils ont bien apprécié Je l'expérience, puis pense. apprendre à connaître tes goûts, puis à partager ça avec toi aussi. J'espère aussi. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter ça. Puis de toute façon, on va se revoir, hein?
Ben Un oui, petit podcast par-ci par-là. Ouais, puis si vous allez dans des conventions de jeux au Québec, là, puis vous croisez Pierre-Marc, ben allez dire bonjour ou allez jouer un jeu Cutthroat avec lui. Il va être bien content. C'est très bon ça. Et ça, c'est bon, ça. Ça me fait des joueurs de plus, peut-être. Ouais, puis t'es facile à spotter dans une convention. Tu sais, c'est le grand gars avec la barbe, les lunettes, les cheveux longs, qui parle fort. T'es, Parle fort, qui c'est ça. explique des T'es jeux. facile à spotter dans une convention. Voilà. Quand même, quand même. Ouais. Ouais. Donc, à la maison, ben, merci d'avoir suivi ces aventures-là avec Pierre-Marc. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme en bas de l'écran là-bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, à Professeur Board Game. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce sur notre page Patreon, qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.